Merci, bonjour à tous. Alors, je voulais d'abord avoir quelques réflexions générales et personnelles pour vous dire que moi, le sida a complètement changé ma vie de médecin, ma vie professionnelle, ma vie tout court d'ailleurs, je pense aussi, parce que j'étais plutôt, bon, les gens l'ont oublié, mais j'étais plutôt un chercheur fondamental. J'étais destiné à être plutôt en immunologie fondamentale, et puis quand est arrivée cette maladie auquel on ne comprenait rien, qui était à la fois, on l'a su assez vite, un virus, mais qui attaquait le système immunitaire, eh bien, il y a un certain nombre de gens de ma génération qui a plongé, et qui a plongé évidemment dans ce qu'était le drame absolu des années 85. Ça a changé ma vie aussi parce que j'ai vu, alors qu'on ne me l'avait pas du tout appris dans mon internat, etc., j'ai vu que finalement, ça va vous paraître très curieux ce que je vais dire, mais c'est que le malade, c'est le cœur de notre enjeu. Que la médecine, elle n'est pas seulement faite pour les médecins, elle n'est pas seulement faite pour les chercheurs, mais elle est faite fondamentalement autour du patient. Et qu'une fois qu'on a compris ça, ça ne veut pas dire du tout qu'on abandonne nos fonctions d'expertise, à la fois de médecins et de chercheurs. Bien sûr, il faut qu'il y ait, mais c'est mettre le malade au cœur de notre action. Et ça, je crois que notre génération, c'est à la fois c'est sorti du VIH parce qu'on était dans l'impasse absolue. Il fallait bien aussi on réfléchisse à d'autres points et que ensuite on a réussi, je pense, plus ou moins bien d'ailleurs, mais à disséminer cette idée. Et on a maintenant cette idée dans le diabète, dans le cancer et une série de maladies chroniques où on a une vision qui est différente. Et puis alors le troisième élément pour lequel ça a changé ma vie, il faut un peu sourire ce soir aussi, c'est que c'est le moment où j'ai connu Françoise Barré-Sinoussi, et je vous promets que connaître Françoise Barré-Sinoussi, c'est pas reposant tous les jours. Et après, on a quand même participé à plein d'aventures ensemble durant 25 ans, que je ne regrette pas une seconde, mais c'est pas reposant tous les jours. Alors si maintenant je reviens sur les traitements, donc vous l'avez compris, ça vous a déjà été dit, il y a une période noire entre la découverte du virus, beaucoup de recherches fondamentales qui a été très vite, et puis finalement les trithérapies qui arrivent en 96. Moi, dans mon service à Bicêtre, à l'époque, ça a été radical. C'est-à-dire c'est en quelques mois tout s'est joué, avant les trithérapies, après les trithérapies. En 95, par exemple, j'avais 125 décès du sida dans un service de médecine interne immunologie. 125 décès, vous imaginez, pour les équipes soignantes, les problèmes éthiques qui pouvaient se poser, si je fais allusion à mon nouveau job. Mais c'était tous les jours, c'était deux fois, enfin c'est 2 fois par semaine, on était avec, en termes de décès, sur une unité de soins un peu spécialisée. Et puis brutalement, en quelques mois, avec l'arrivée des trithérapies, la combinaison donc trithérapie de 3 médicaments, eh bien on a vu une chute de la mortalité. Et le fait qu'on ne remplissait plus nos lits avec des patients en fin de vie et que les choses, brutalement, on l'a vu, il n'y avait pas besoin d'essais. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas besoin d'essais randomisés. Il se trouve qu'il y a eu un essai randomisé pour montrer l'efficacité des trithérapies, mais là, il n'y avait pas besoin d'essais randomisés tellement c'est radical. Et on le sait en médecine, quand il y a un fait brutal de ce type, eh bien, les choses vont assez vite. Alors, les trithérapies, vous l'avez déjà compris, c'est des médicaments qui sont dirigés contre le virus lui-même, contre des enzymes du virus qui lui permettent de se repliquer et d'aboutir à la fabrication d'un virion complet. Et donc, il y a différents enzymes, et donc il y a différentes classes de médicaments qui sont dirigés. Alors, c'est des noms un peu bizarres, la reverse transcriptase, la protéase, l'intégrase, qui sont d'ensemble des enzymes qui permettent finalement de pénétrer dans la cellule, d'intégrer le virus au sein de notre DNA, et puis ensuite de constituer, d'avoir une production et de constituer un virion complet. On ne savait rien de tout ça. La virologie, avant le VIH, il y avait des choses extraordinaires en recherche fondamentale. En recherche thérapeutique, on était à moins de 5 médicaments, c'est-à-dire que ça a révolutionné complètement l'approche thérapeutique des maladies virales, et je vous dirais que ça dépasse très largement le VIH. Je vous dirai un petit mot à la fin là-dessus. Donc plusieurs familles. Mais par contre, pas simple. 96, c'est 30 médicaments par jour, 30 comprimés par jour. C'est l'époque où on dit c'est le réveil, il faut le prendre parce qu'ils avaient des courtes durées de vie. Et les malades, c'était avec le réveil pour le prendre à telle heure, à telle heure, à telle heure. C'est-à-dire c'est une période très très lourde.
On oublie tout ça, hein. On oublie, mais moi je n'oublie pas, hein. J'oublierai jamais parce que ça m'a tellement marqué, donc il faut le répéter. Les assos sont là pour le dire aussi, mais c'est bien quand même que de temps en temps un grand patron se mouille et dise qu'il a connu ça aussi et que c'était pas si simple. Ça évoluait assez vite, c'était efficace, mais avec plein d'effets secondaires, hein. Les patients avaient des répartitions en particulier de graisses différentes, et on faisait ce qu'on appelait des lipoatrophies, c'est-à-dire on s'atrophiait du visage, c'est-à-dire ils allaient mieux, mais plus ils prenaient leurs médicaments, plus ils étaient avec un visage creusé, donc il y avait quelque chose d'un peu contradictoire. Donc avec un rejet sociétal qui existait à l'époque, qui continuait à se faire, ou au contraire de la lipohypertrophie, c'est-à-dire les graisses venaient sur la partie abdominale, et bien là ça venait encore plus chez eux, et donc avec des corps amincis en haut, et au contraire qui grossissaient en bas, donc un profil très typique, et des anomalies lipidiques qui conduisaient à plus de complications cardiovasculaires chez ce type de patients. Ça a duré pendant 5 à 6 ans, et puis on a eu des deuxièmes générations de ces combinaisons de molécules, et puis des troisième générations, et on est maintenant presque aux quatrième générations, qui se sont beaucoup plus simplifiées. Et comme Françoise l'a indiqué, on est passé de 30 comprimés par jour à maintenant des trithérapies en un seul comprimé, en général pris le soir. Et qui ne prend pas un comprimé? Enfin, beaucoup de gens ont passé un certain âge, moi le premier, eh bien je prends un comprimé tous les jours. Donc ça veut dire que, y compris en termes d'acceptabilité des traitements, les choses ont beaucoup changé. Alors, moi, il y a des trucs qui me frappent et sur lesquels je n'ai pas la réponse, c'est que la trithérapie, 3 médicaments, eh bien, 1 plus 1 plus 1, ça fait mieux que 3. C'est-à-dire, on change complètement notre base mathématique, hein, vous oubliez tout ce que vous avez appris. 1 plus 1 plus 1, ça fait mieux que 3. Et ça fait probablement du 4 ou du 5 en termes de puissance des antirétroviraux. Et ce n'est pas totalement logique, puisque c'est des cibles différentes. Le médicament 1, il est dirigé contre une cible donnée, le médicament 2 contre une deuxième cible, le médicament 3 contre une troisième cible, et pourtant ça fait mieux. Et c'est pas vrai, c'est vrai en infection en général, on a le même, par exemple, la même à peu près approche sur la tuberculose, on le sait maintenant sur l'hépatite C, on le sait maintenant sur les nouveaux virus émergents de type Ebola aussi, où finalement, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour le VIH, et on est là pour le dire aux jeunes. Quand il n'y a pas de résultat avec une première drogue, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se dire qu'il faut en trouver immédiatement une seconde, et que 1 plus 1, ça fera mieux que 2. Et puis si vous en avez une troisième, peut-être que vous arriverez à faire mieux que 3. Donc ça, dans les leçons à tirer, moi je le dis bien à mes jeunes, y compris ceux qui ne vont pas travailler sur le VIH, qui vont faire autre chose, mais parce que c'est fondamental, sans qu'on ait le mécanisme soit totalement compris. Alors, comment ça marche ces médicaments? Ça bloque la multiplication du virus. Le virus se multiplie plus. Il reste, comme Françoise vous l'a bien expliqué, sous une forme latente de réservoir. Il est intégré dans un certain nombre de cellules. Plus on cherche, plus on trouve des réservoirs un peu partout d'ailleurs. Pas seulement dans les lymphocytes, mais aussi au niveau du cerveau, au niveau du sperme, au niveau de l'intestin, un peu partout. Donc, ça va être difficile en effet d'éradiquer. Et puis, ces médicaments, puisque le virus ne se multiplie pas, la particularité de ce virus, c'était en se multipliant, il détruisait le système immunitaire. C'est comme ça que les immunologistes comme moi sont rentrés dans le débat. Et comme il n'y a plus de multiplication, le système immunitaire il est plus détruit. On est avec un bon système immunitaire, on se défend contre les agents infectieux et donc on n'a plus la maladie SIDA, mais on a une maladie chronique sous traitement dont on parle maintenant. Alors, voilà, donc, et on est maintenant avec des traitements très simplifiés, 1 ou 2 comprimés par jour. Les phénomènes de résistance existent, mais ils ne sont pas majeurs, mais ils existent, c'est-à-dire que ça oblige quand même à une adhérence complète, et sinon le virus repart, comme on vous l'a indiqué, et c'est au moment où il repart, ou avec des prises incomplètes de médicaments, on prend un médicament un jour sur 2, ou des choses de ce type, donc qui peuvent conduire à des phénomènes de résistance. On a plusieurs familles, donc on est capable de les rattraper, en tout cas dans les pays du Nord, où on a accès à beaucoup de ces molécules. Alors, est-ce qu'il va y avoir des changements? Oui, il va y avoir des changements. Pour l'instant, on est resté classique avec des médicaments par prise orale. Il y a maintenant des médicaments de longue durée d'action, comme dans d'autres pathologies qui sont en train d'arriver, avec une durée d'action de plusieurs semaines, qui pourront être donnés soit par voie injectable, comme de l'insuline,
Bon, après, est-ce que passer d'un comprimé par jour à une injection toutes les 4 semaines, c'est mieux? J'en sais rien. C'est d'abord surtout aux patients d'ailleurs de nous donner la réponse. Et puis, encore plus élaboré, des patchs, hein, comme dans un certain nombre de maladies chroniques aussi qui existent, ou en endocrinologie ou en métabolisme en particulier, un patch qu'on se met qui délivre le médicament sous forme de nanoparticules et qui sera disponible ensuite pour une période de 3 à 4 semaines. Alors, vous voyez que là, on est à la fois dans la simplification d'un traitement. Après, il ne faut pas oublier de mettre le patch toutes les 4 semaines, hein, parce que si on ne l'oublie pas, il arriveront des phénomènes de résistance. Puis, entre un traitement qui peut être mis sous forme de patch, vous voyez qu'on n'est pas loin de ce que j'évoquerai tout à l'heure sur ce traitement. Il peut peut-être être aussi utilisé à forme préventive. Parce qu'un patch qui serait mis toutes les 4 semaines pour être prévenu, c'est finalement une certaine forme de prévention. Alors, l'éradication. Françoise en a dit un mot. Moi, j'y reviens pas trop, sinon que c'est quand même le gros objectif des équipes de recherche actuellement. C'est trouver, et on sait qu'on ne va pas le trouver dans notre milieu VIH. Hein. Il faut ouvrir les fenêtres. Notre milieu, il a eu peut-être trop tendance à rester un peu sur lui-même, parce qu'on a eu tellement de jobs, on a fait tellement de trucs, et là, il faut, si on veut gagner, il va falloir ouvrir les fenêtres sur d'autres types de sciences, et en particulier sur l'oncologie, parce que vous avez bien compris que les médicaments qui sont donnés à nos patients VIH, ils ont comme cible l'agent pathogène lui-même, le virus lui-même. Et on peut s'interroger s'il ne faut pas changer complètement le paradigme et faire que le traitement, il doit être donné à l'individu lui-même, c'est-à-dire pas dirigé contre l'agent infectieux de façon spécifique. On est là en négation complète de ce qu'est l'infectiologie, mais il faut savoir aller et aborder des dogmes de façon un peu différente. Et puis l'idée serait de stimuler la réponse immunitaire de façon massive pour que ce soit l'individu lui-même qui arrive finalement à se débarrasser en partie du virus associé aux antiviraux classiques. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'y a longtemps pas cru. Mais pas cru en général. Hein, de l'immunologie, c'est trop compliqué à manipuler, etc. Bon, c'est bien, c'est fait de la recherche fondamentale de top niveau, mais somme toute, il n'y a pas de retombées pratiques pour les patients. Et puis, on vient de complètement changer la donne en oncologie, avec de ce qu'on appelle les immune checkpoint blockers, qui permettent de libérer complètement le système immunitaire. Et donc, ce système immunitaire qui n'est plus freiné, il est totalement débridé, eh bien, il élimine les cellules cancéreuses. Et on sait que ça marche dans un certain nombre de pathologies cancéreuses où les chimiothérapies classiques ne marchaient pas. Donc on a la même idée sur le VIH, c'est-à-dire si on libère complètement le système immunitaire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être capable d'aller, lui, un peu partout, dans tous ces réservoirs que je vous ai décrits, et donc avec des cibles complètement différentes. Donc c'est ça, en fait, les enjeux. Alors, le deuxième grand enjeu a été aussi abordé, je vais être très rapide là-dessus, finalement, c'est le Sud. Hein. Balleron l'a dit, Françoise l'a dit. Voilà, la majorité des patients sont au Sud et la majorité des traitements sont au Nord. Alors, moi, je suis plus optimiste que vous, quand même, parce qu'il y a quand même 18 millions de personnes traitées dans le monde, dont l'immense majorité qui sont traitées par des médicaments génériques. Et on a fait quand même deux choses de temps en temps. Il faut dire qu'on est bon. Hein. Bon, après, je dirais sur quoi on est mauvais, mais il faut dire qu'on est bon. On a fait deux choses exceptionnelles. On a fait rompre, dans les années 2001-2002, la notion de propriété intellectuelle pour les laboratoires et pour l'industrie pharmaceutique. Et on a fait rompre parce qu'on avec le milieu associatif, parce qu'on était tous ensemble, tous communs, tous dirigés dans la même direction, on a considéré qu'il y avait un problème de santé publique et de santé individuelle, de priorité individuelle, qui devait faire que le coût des médicaments devait baisser et devait être accessible, et donc on pouvait faire des copies. Bon, c'est passé, ça a fait du bruit, beaucoup. Il va se produire la même chose, je vous anticipe ce qui va se produire. La France ne pourra pas payer ses médicaments anticancéreux dans les années qui viennent, ces fameux immune checkpoint blockers, parce qu'elle n'en aura pas les moyens, et donc vont se poser les mêmes questions, qui posent d'ailleurs au passage un certain nombre de problèmes éthiques sur lesquels on est en train de travailler. Mais ça veut dire que il faut savoir oser, on a osé dans le VIH, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans d'autres types de pathologies. Le deuxième élément, c'est que, sur lequel je suis plus optimiste, c'est qu'il y a quand même des grandes plumes. Malheureusement, c'est terrible quand on écrit, parce qu'évidemment, on peut revenir sur ce qu'ont écrit les gens. Il y a des grandes plumes qui, dans le Lancet, dans New England, des grands journaux anglo-saxons,
ont écrit dans les années 2002-2003, mais pourquoi vous allez dépenser autant d'argent pour traiter les Africains qui seront incapables de prendre leur traitement? Je vous promets que ça a été écrit comme tel. Hein. Et on sait maintenant qu'on a 18 millions de personnes et qu'on peut être évidemment avec de peaux différentes de la nôtre, enfin de la majorité des gens présents ici dans cette salle, et puis être parfaitement capable de prendre des médicaments. Et c'est vrai pour l'HIV, c'est vrai pour le diabète, c'est vrai pour l'hypertension. Enfin, bon, mais il faut savoir quand même à certains moments appeler un chat un chat. On a eu raison d'aller contre les dogmes et d'ouvrir finalement les médicaments génériques sur les pays du Sud. Alors, il y a beaucoup qui reste à faire encore, mais c'est, me semble-t-il, quand même un espoir fondamental. Et quand je vois la machine de guerre qui existe dans un pays un peu intermédiaire comme l'Afrique du Sud, à la fois pour suivre les patients, pour avoir accès aux soins, pour avoir un modèle d'achat des médicaments génériques par le gouvernement, eh bien je me dis que voilà, il y a aussi matière d'espoir. Alors juste pour terminer sur la prévention, parce qu'il ne faut surtout pas opposer le traitement à la prévention, parce que c'est traitement et prévention, et les deux vont ensemble. Les chiffres, ils vous ont été rappelés, c'est-à-dire que c'est une épidémie dont on ne parle pas, mais qui continue. Hein, quand tu leur disais qu'il y avait 2,1 millions de nouvelles contaminations chaque année, c'est quand même une énorme épidémie. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur autre chose là, de façon récente, sur les maladies émergentes, sur Ebola, qui a beaucoup fait parler de lui. Eh bien, on a eu 28 000 cas d'Ebola. Hein, et vous souvenez encore de comment on en a énormément parlé de ça. Ben, là, on a 2,1 millions de nouvelles infections dans le monde chaque année. Donc, c'est une épidémie qui se poursuit. Et il n'y a pas en médecine, dans les maladies infectieuses, sauf peut-être la syphilis, mais enfin, on a arrêté une épidémie quand on avait un vaccin. Hein. Il n'y a pas de secret, on peut se retourner dans tous les sens. Sauf que, peut-être qu'à l'occasion du VIH, les traitements peuvent jouer un rôle majeur en termes de prévention. Alors, on répète les phrases clés. Plus on traite tôt, mieux c'est pour le patient à titre individuel. Comme il n'a plus de charge virale, il ne contamine plus s'il prend bien son traitement. Et donc, ça a un intérêt, le traitement précoce, individuel, et aussi pour éviter la contamination aux autres. Hein. Donc, c'est un double action, entre guillemets. Bon. Et puis, le traitement donc, est une forme de prévention, et le traitement précoce est une forme de prévention. Faut-il encore, et c'est ce que rappelait Valeron, savoir connaître les personnes qui sont séropositives pour pouvoir le débuter. Mais là, on n'est pas dans des problèmes scientifiques ou médicaux, on est dans des problèmes d'organisation ou de stigma, parce qu'en Afrique, en 2017, le fait d'être séropositif est majeur, et tu vas en parler. Alors, pour terminer, eh bien, ces traitements antirétroviraux sont donc des outils de prévention, et je te laisserai en parler donc il y a une autre façon aussi de le faire, qui est en utilisant les traitements pour les personnes qui n'arriveraient pas à suivre les recommandations de prévention, d'utilisation du préservatif. Eh bien, on sait maintenant que quand on prend des traitements antirétroviraux, en même temps qu'il y a une prise de risque, eh bien, on réduit de façon très importante, de pratique supérieure à 80 ou à 90%, en prenant ces traitements à la demande, ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, eh bien, on réduit le risque de contamination. Pour vous le raconter d'une autre façon, quand vous partez en Afrique, on vous recommande de prendre à certains moments des antipaludéens, parce que pour prévenir l'infection contre le paludisme, eh bien, c'est un peu la même chose, c'est l'utilisation des médicaments à visée préventive. Ce qui ouvre des champs dans le domaine de la prévention et des questions sociétales, qui va payer, pourquoi, comment, pourquoi tout cela, avec une série de questions qui seront réabordées par toi. Alors, terminant, écoutez, moi je pense qu'il y a cette communauté VIH a fait ouvrir un certain nombre de portes, qu'elle doit maintenant savoir encore mieux capter ce qu'il y a dans le milieu scientifique extérieur à elle. Et c'est vraiment l'enjeu. Ce n'est pas facile de faire atterrir une communauté, puisque, comme on l'a rappelé, j'ai été directeur d'une agence, et arriver à faire comprendre à l'ensemble d'une communauté qu'elle doit aussi s'imbiber de tout ce qui est en train de se faire ailleurs, en particulier aussi sur les aspects de thérapie génique, ce n'est pas si évident que ça. Néanmoins, c'est à partir de ce qui a été trouvé sur le VIH qu'ont été trouvés très très rapidement les médicaments qui permettent maintenant d'avoir une cure de l'hépatite C. Hein, sur les médicaments ciblés contre le virus de l'hépatite C sont issus directement de
la recherche sur le VIH. Les quelques médicaments qu'on a trouvés sur Ebola étaient des médicaments qui sont issus du même type de recherche très ciblée sur les antirétroviraux. Et puis, je le répète, moi, il me semble que le principal enseignement, quand même, en dehors des aspects médicaux, c'est la place du patient au cœur de la maladie. Tu vas évidemment le rappeler, mais c'est un médecin qui le dit, donc il faut aussi quand même qu'on le puisse le dire, parce que ça a changé, je pense que ça continuera à changer notre vision du patient et de la maladie chronique. La maladie, elle n'appartient pas au médecin, elle appartient au patient lui-même.